Suite à la légère baisse qu'on a eue en bourse fin septembre, début octobre 2021, je vous fais cette vidéo pour vous partager ma vision sur l'économie et le marché actuel, ainsi que sur les différents catalystes qui pourraient pousser le marché aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Salut à tous, c'est Dorian de la chaîne Thinkify et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je vous propose de regarder ensemble la baisse qu'on a eue, en tout cas celle dont je vous parle dans cette vidéo. Donc vous voyez, ça s'est passé vers la mi-septembre et jusqu'en début octobre, et donc on a baissé de pas loin de 6% si je prends bien le haut de cette bougie ici. Voilà, on a baissé d'environ 6% sur le Nasdaq 100, donc les 100 plus grosses entreprises du Nasdaq. Et si on va sur le S&P 500, qu'on remonte, alors fin septembre, donc on va prendre à peu près le niveau là, parce qu'on a une bougie ici et une ici. Donc si on prend ce niveau-là, on a baissé de presque 4%. Alors on ne peut pas appeler ça une correction, parce que en théorie, une correction, c'est une baisse de 10%. Cependant, on voit qu'on a eu une belle baisse, et cette baisse a surtout eu lieu dans la technologie. Et d'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, je vous parle notamment de toutes les entreprises de la tech que j'ai rachetées, car en effet, il y a eu des baisses, et donc j'ai saisi l'opportunité. Donc si vous n'avez pas eu cette vidéo, surtout n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai le lien juste en haut. Alors le premier catalyste dont je voudrais vous parler, c'est l'inflation. Alors, vous en avez certainement entendu parler dans les journaux, etc. Là, je vous ai mis un article en français où on voit que sur l'année, au moment où on parle, donc en septembre pour cet article, on est déjà à 2,2% d'inflation. Et si on rentre dans les détails, on va se rendre compte qu'on a des grosses augmentations sur l'énergie et l'alimentation un petit peu, 1% ça va encore, les services, etc. Donc on a eu pas mal l'énergie. Et on a aussi une augmentation qui est beaucoup plus cachée, dont on parle jamais en France, et c'est un de mes points qui vient plus tard. Et du coup, ce sera en fait sur l'immobilier, on n'en parle pas vraiment, mais vous avez les prix qui augmentent fortement depuis de nombreuses années. Et pour moi, c'est lié à cette inflation. Et on va en parler un petit peu plus aussi de pourquoi il y a cette inflation. Alors l'inflation, si vous lisez beaucoup tout ce qui se passe dans les journaux, on va vous dire que c'est du court terme, que c'est un problème d'offre et de demande, et c'est tout à fait vrai, notamment si on parle de tout ce qui est l'électronique, l'énergie, le gaz, le pétrole, etc. Effectivement, en fait, on a eu un gros appel d'air au niveau de la demande, c'est-à-dire que beaucoup de pays ont rouvert et donc on a besoin de plus de pétrole, etc. Sauf que tout avait été mis au ralenti, aussi bien les raffineries que l'extraction du pétrole, pareil dans la production d'appareils électroniques, etc. Et donc du coup, quand vous avez un gros appel d'air, eh ben, il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande et donc les prix montent de façon momentanée. Cependant, pour moi, il y a d'autres inflations dont on ne parle pas beaucoup. On a l'immobilier, on en parlera plus tard, mais on a aussi tout simplement les actifs, les actions en bourse, etc. Et comme ils disent en anglais, ils disent TINA, ça veut dire There is no alternative. Et en gros, ce qui se passe, c'est que vu que les taux d'intérêt directeurs des banques sont très bas, les personnes qui ont de l'argent n'ont pas beaucoup d'endroits pour le placer. Ils ont l'immobilier, mais l'immobilier, les prix sont déjà à des plus hauts historiques. Et ensuite, vous aviez les obligations, mais bon, les obligations avec les taux directeurs actuels des gouvernements, ça paye plus grand-chose. Si vous prenez du 2 ans en Europe, on n'est pas loin de zéro selon les pays. Aux États-Unis, on doit être autour des 1,5%, donc ça paye pas énormément. Et donc en effet, c'est assez dur actuellement de trouver des bons investissements dès qu'on sort des classiques comme la bourse et l'immobilier. Et le problème, c'est que tous ces actifs sont actuellement à des plus hauts historiques. Mais c'est pas pour autant qu'à titre personnel, de toute façon, tout ce que je vous dis, c'est mon avis. Je suis pas du tout un expert, je suis qu'un particulier qui vous partage son expérience et puis ce qu'il fait. Et je vous invite évidemment à vous faire vos propres opinions et recherches. Cependant, pour moi, on ne peut pas prédire à court terme un crash de la bourse parce que qu'est-ce qui va provoquer le crash? Alors, si on a un événement externe comme un défaut d'une grande entreprise comme Evergrande, on en parlera un petit peu plus tard aussi, c'est une entreprise chinoise qui a des difficultés en ce moment, effectivement, ça pourrait être un catalyste, mais sinon, il n'y a pas spécialement de raison de vendre ses actions. Mais sinon, à part ça, pour moi, il n'y a pas énormément de raisons pour laquelle on a un crash d'un point de vue au moins des liquidités. Les banques centrales continuent à faire du quantitative easing, c'est-à-dire qu'elles continuent à acheter énormément d'obligations d'entreprises et d'États tout simplement pour les soutenir artificiellement en leur faisant des crédits via les obligations. Donc c'est de l'argent qui est réinjecté dans l'économie pour maintenir. Donc moi personnellement en tant qu'investisseur, vous l'avez vu, même si on est au plus haut, eh ben, je continue à investir mon argent tous les mois parce que j'ai pas beaucoup d'endroits où mettre mon argent si ce n'est dans les actions, l'immobilier et un petit peu la crypto parce que je m'y intéresse. Et l'élément qui pourrait vraiment freiner ça, en théorie, c'est la remontée des taux. Faut pas oublier que historiquement, et si vous regardez tous les livres d'économie, normalement, le taux d'intérêt directeur d'une monnaie est très proche de l'inflation. Sauf qu'en France, on a depuis très nombreuses années une inflation qui se balade entre 1 et 2%, et les taux directeurs sont plus proches des 0%.
Et le problème, c'est que si les banques centrales réaugmentent les taux directeurs, les entreprises ne peuvent pas racheter les obligations avec des intérêts très bas pour payer les anciennes obligations, et les États d'ailleurs ont le même problème parce qu'ils continuent à toujours s'endetter à moins cher, et si vous remontez le prix de la dette, il y a des risques de défaillance de paiement. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal, notamment en Europe, à voir les taux directeurs remonter d'ici tôt. Par contre, aux États-Unis, c'est pas pareil. Aux États-Unis, la Fed en a déjà parlé de commencer à tapering, c'est-à-dire commencer à diminuer les rachats d'actifs, d'obligations d'entreprise, etc. Et on commence aussi à entendre parler à gauche, à droite, qu'en 2023, ils pourraient réaugmenter les taux. Et de la même façon, si vous remontez les taux, en théorie aussi, ça calme les marchés actions parce que vous redonnez des investissements plus intéressants en termes de rendement annuel via les obligations d'État. Alors maintenant, on va passer au deuxième point de cette vidéo et on va un petit peu parler d'immobilier. Alors l'immobilier, on en a entendu parler assez récemment, notamment avec Evergrande. Je vous montrerai un article juste après et puis on en parlera un petit peu. Mais d'abord, je voudrais vous parler de façon générale de l'immobilier dans le monde. Alors si vous regardez, sur un an, on a eu une augmentation du prix de l'immobilier aux États-Unis de 20%, et a priori, en cette fin d'année, dans la zone euro, on serait à 8% d'augmentation. Donc ça, c'est quelque chose dont je vous parlais au début. L'inflation, en France, quand on parle du panier de la ménagère, mais on ne parle pas du tout de l'immobilier. Et c'est une inflation énorme qui pèse sur les gens, parce que c'est de plus en plus cher de se loger en France, et même si on fait de la location, pareil, si les biens sont plus chers à acheter, les loyers vont augmenter a fortiori. Alors, il y a plusieurs raisons au prix de l'augmentation de l'immobilier. Une des plus connues, c'est l'offre et la demande. On ne construit pas assez, notamment parce qu'il n'y a pas assez de permis de construire, parce que c'est géré au niveau des mairies, et il est difficile pour une mairie de donner des nouveaux permis de construire et de rendre des terres constructibles. Tout simplement parce que, imaginez si vous êtes un village de 3000 personnes et vous passez à 4500 d'un coup, qu'en est-il des écoles, des docteurs, des hôpitaux, etc. C'est pas si simple que ça d'augmenter une population, parce que si vous le faites d'un point de vue des localités, c'est très compliqué d'assumer. C'est pas juste en permettant de construire plus de bâtiments qu'on va résoudre tous les problèmes, parce que beaucoup de choses en découlent au niveau des infrastructures, des écoles, etc. Donc ça, c'est une question qui est plus politique qu'économique, avec notamment la gestion des zones urbaines et où est-ce qu'on veut que les personnes se déplacent. Mais c'est un autre débat et on va pas en parler dans cette vidéo. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à la partie financière. Une des autres raisons pour laquelle les prix de l'immobilier augmentent, c'est tout simplement parce que les taux directeurs baissent et l'accès au crédit est toujours plus simple. Aujourd'hui, on peut s'endetter à 35% sans apport et les taux n'ont que fait de baisser ces 10 dernières années. Ce qui veut dire qu'à l'époque, un couple de deux personnes qui travaillaient dans la classe moyenne pouvait s'acheter telle maison, et maintenant, ils peuvent s'acheter toujours la même maison, puisqu'il n'y a pas spécialement plus de biens à offrir sur le marché. Cependant, vu qu'ils peuvent emprunter beaucoup plus qu'avant, les prix ont augmenté. Encore une fois, l'offre et la demande, il n'y a pas beaucoup de biens à acheter. Cependant, les gens peuvent emprunter plus, donc vous avez une inflation. Et donc c'est pour ça aussi que je vous disais qu'en Europe, je ne vois pas du tout les taux d'intérêt remonter à long terme. Certes, il y a le fait que les États devraient réemprunter à plus cher et ce serait très compliqué pour eux de faire rouler la dette, mais on a aussi un très fort risque sur l'immobilier. Parce que si demain vous augmentez les taux directeurs, les banques vont réaugmenter leurs taux, et une personne avec un revenu qui n'aurait pas changé pourra emprunter beaucoup moins. Donc dans ce cas, vous aurez moins d'acheteurs que de vendeurs sur le marché à biens équivalents, à prix équivalent, et donc forcément les prix vont baisser puisque l'offre et la demande va réguler donc les prix à la baisse puisque les gens auront moins de pouvoir d'achat sur l'immobilier. Alors on va aussi parler de l'entreprise Evergrande. Alors en fait c'est un énorme promoteur immobilier chinois, c'est d'ailleurs le deuxième promoteur immobilier, et ils sont extrêmement endettés, et depuis quelques semaines, ils ne remboursent plus leurs échéances obligataires, donc c'est-à-dire qu'ils ne remboursent plus leurs dettes auprès de leurs créanciers. Donc en fait, c'est assez simple, l'entreprise a moins de rentrées d'argent qu'avant, notamment parce que les ventes ont dégringolé pour plein de raisons. Si vous rentrez dans les détails, vous vous rendez compte qu'en fait, l'entreprise vendait des biens avant même de les avoir construits, et donc forcément, vous avez peut-être eu une perte de confiance et donc moins de personnes qui ont acheté. Vous avez eu aussi un énorme ralentissement de la construction à cause du Covid, etc. Vous avez aussi la flambée du prix des matériaux. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu dans la rénovation de maisons, etc. Mais vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de ruptures de stock et que les prix ont explosé. Donc tout simplement, l'entreprise qui devait être déjà borderline pour payer ses créances ne peut plus les payer. Alors après, pour moi, si Evergrande fait faillite, est-ce que ça pourrait avoir des effets systémiques et faire cracher tout le marché immobilier et ou la bourse? Alors j'ai envie de vous dire oui, peut-être. Cependant, il serait aussi possible que le gouvernement chinois intervienne,
soit par une renationalisation de l'entreprise, ou peut-être qu'ils pourraient aussi laisser tomber l'entreprise d'un point de vue actionnaire, donc c'est-à-dire que les actionnaires perdraient tout leur argent parce que c'est une entreprise cotée. Cependant, ils interviendraient pour sauver les petits épargnants, soit en prenant leurs dettes à leur charge, soit avec d'autres systèmes de financement. Ils pourraient très bien faire les reprises de projets par une autre entreprise, etc. Donc j'imagine assez peu à elle toute seule, cette entreprise, faire craquer tout le marché. Cependant, pour moi, il y a un autre problème en Chine, et c'est un tableau que je voulais vous montrer. En fait, si vous regardez sur ce tableau, on a le prix de l'immobilier par rapport au revenu moyen. Et donc, si vous regardez, la Chine est très mal placée. Donc, en Chine, en moyenne, pour acheter l'immobilier, on emprunte l'équivalent de presque 28 revenus annuels. Donc, en fait, c'est un chiffre qui est extrêmement élevé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous disais, pour moi, le problème est peut-être plus profond. Peut-être qu'en Chine, on a vraiment une bulle immobilière générale dont personne ne parle et qui pourrait un jour exploser. Cependant, c'est pas du tout certain qu'elle explose demain parce que c'est très facile à contrôler avec des politiques monétaires. Comme on le disait plus tôt, si vous baissez les taux, les gens peuvent en prêter plus et pendant très longtemps, vous pouvez entretenir une bulle immobilière. Et d'ailleurs, à titre personnel, je me rappelle quand je vivais en Chine, en effet, l'immobilier était excessivement cher et c'était très difficile de se loger à moins de 2 heures des centres-villes pour la majorité des personnes, et donc vous vous retrouviez à faire des déplacements énormes pour aller au travail, notamment où je vivais à Shanghai. Et vivre au centre-ville de Shanghai, c'était vraiment un luxe pour les personnes qui avaient des salaires assez élevés par rapport au pays. Et donc par curiosité, on va quand même aller voir en bas de la liste, et notamment où se trouvent la France et les États-Unis. Donc si vous regardez, voilà, la France, on est à 10. Donc ça veut dire qu'on serait sur 10 revenus complets annuels pour payer votre bien où vous vivez. Donc on voit qu'on est déjà sur une valeur beaucoup plus raisonnable qu'en Chine. Et ensuite, si on descend un petit peu, on va aller chercher les États-Unis, et les États-Unis sont seulement à 4. Donc ça veut dire qu'en termes d'années de revenus, aux États-Unis, les gens s'endettent assez peu, notamment par rapport à la Chine, on était à 27-28, ici on n'est qu'à 4 années de revenus. D'ailleurs, ben voilà, un petit graphique résumé où on voit très bien la Chine très élevée. Ensuite, vous voyez l'Angleterre qui est à peu près au niveau de l'Allemagne et de la France, etc. Et les États-Unis qui sont très bien placés. Très bien, donc j'en ai fini sur cette partie immobilier. Donc comme je le disais, sur le court terme, c'est des choses qui sont assez faciles à contrôler, notamment avec les taux directeurs des banques centrales, aussi bien la Fed que la BCE, que la Banque centrale chinoise, etc. Par contre, sur le long terme, il faut se méfier, notamment si vous avez un ralentissement économique et que les personnes ne peuvent plus rembourser les crédits. Alors là, vous pouvez vraiment vous retrouver sur un scénario crise de la dette 2007-2008, même si c'était différent parce que ça avait été déclenché à cause de montage financier sur des obligations. Mais il n'empêche que si l'immobilier est trop cher, c'est vraiment un problème profond, surtout si les personnes ne peuvent plus rembourser suite à des difficultés économiques, à une vraie crise économique et à simplement des pertes d'emploi ou des baisses de salaire. Alors maintenant, on va parler sur le point suivant dont je voulais aussi vous parler, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos d'ailleurs. Alors il s'agit de la crise qu'il y a sur tout ce qui est les composants électroniques, etc. Donc j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais pour moi c'est quelque chose qui va impacter les entreprises sur le court terme. D'ailleurs, si vous avez regardé la conférence du Q3, donc du troisième trimestre de résultats de Tesla, Elon Musk en a parlé, et il a dit que même Tesla était très fortement impacté, qu'il remerciait grandement les fournisseurs pour les avoir aidés, mais que cependant, on en avait encore certainement pour de nombreux mois, et que cette crise était vraiment grave et impactait la production de voitures. Donc, il ne faut pas être étonné que Tesla soit impacté. Renault, Peugeot, Volkswagen, Ford, GM, etc. Tout le monde est impacté par cette crise. Tesla s'en sort pas trop mal dans l'histoire par rapport à d'autres, mais il n'empêche que tout le monde est impacté. Et d'ailleurs, je disais cet article sur CNBC, vous avez des institutions chinoises qui commencent à parler de difficultés d'approvisionnement sur les composants électroniques qui dureraient plusieurs années, et non pas encore pour 6 mois, comme beaucoup d'analystes le disent et comme vous pouvez le lire dans tous les journaux mainstream. Donc je surveille ça de près, sachant qu'en plus là on a tous les résultats trimestriels qui vont arriver pour les entreprises aux États-Unis. On a commencé la saison des résultats trimestriels. Donc je fais attention à des boîtes comme Nvidia, Qualcomm, Skyworks Solutions. On peut aussi parler de Apple, AMD, Micron, etc. Donc pas mal d'entreprises à surveiller parce qu'on pourrait avoir des belles baisses, notamment s'ils n'ont pas réussi à fabriquer autant et donc à fournir autant. C'est pas du tout garanti, c'est que mon avis. D'ailleurs, on voit que Tesla a réussi à gérer le problème, donc à suivre les autres, mais il se pourrait qu'on ait des baisses, et tant mieux, on pourrait peut-être les saisir en bourse. Donc maintenant, on va passer à l'avant-dernier catalyste, qui est pour moi plus une situation du marché vraiment qu'un catalyste, mais cependant, je voulais vous le redire encore.
Donc c'est le tableau que je vous montre assez souvent dans les vidéos, qui vous montre en fait les forward PE en fonction de la taille des entreprises. Donc les small caps, c'est les entreprises qui valent entre quelques centaines de millions et 1 à 2 milliards. Les mid caps, on est plus du 1 à 10 milliards, et puis les large caps, on est à 10 milliards jusqu'au trilliard. Et si vous regardez, comme je vous le dis à chaque fois, en ce moment, les petites entreprises sont avec des forward PE de 16, donc c'est assez bas. Et si vous regardez, vous voyez, depuis cet été, on a bien baissé, hein. En été, je me rappelle, autour des 18-19, et boum, on est redescendu sur des 16. Donc ça veut dire que les entreprises ont bien corrigé, mais pas seulement. Aussi, chaque trimestre, on a des meilleurs revenus que l'année d'avant. Donc les earnings montent. Donc en fait, si vous voulez, même si le prix des actions ne bougeait pas, en fait, on baisse en permanence puisque les entreprises gagnent plus d'argent chaque mois, du moins sur le papier. Sinon, je ne suis pas investisseur parce que les entreprises qui ont des revenus qui baissent le mois d'après, ça ne me rassure pas du tout. Et de la même façon, les large caps, on voit qu'on a eu une légère baisse. Cependant, on est toujours avec des forward PE autour de 20. Donc un forward PE de 20, certaines actions peuvent tout à fait le justifier à mon avis, comme par exemple un Google, typiquement une belle entreprise de croissance. Par contre, à l'inverse, pour moi, vous avez des entreprises pour lesquelles c'est assez difficile de justifier un tel forward PE. Par exemple, l'autre jour, je regardais Coca-Cola et on est sur un PE de 29 et un forward PE de 22 ou 23. Pour moi, c'est une entreprise qui n'a pas forcément un très gros potentiel de croissance. C'est une très belle entreprise qui paye un dividende, qui est très stable, etc. Cependant, pour moi, c'est dur de justifier un tel PI. Donc voilà pour ce petit rappel sur le prix des actions par rapport à leur taille en ce moment. Ça permet juste de catégoriser, d'avoir une idée d'où se situe le marché. Et on va passer au dernier point qui est tout simplement qu'on vient de commencer la saison des résultats trimestriels aux États-Unis. Alors je vous en parle tout simplement parce que souvent il y a des coups à jouer. Par exemple, si on regarde sur les micros et les composants électroniques, il peut être intéressant de savoir quand est-ce que les entreprises vont avoir leurs résultats, parce que si elles ont des mauvais résultats, on peut avoir des baisses le lendemain ou le surlendemain. À l'inverse, si vous connaissez un secteur d'activité qui a été fortement impacté, comme par exemple l'aérien, le voyage, le pétrolier, ou alors l'inverse des secteurs qui pourraient être bien impactés dans le futur, comme par exemple la réouverture du transport, donc tout ce qui est les entreprises de conteneurs, les entreprises du pétrole, etc., avec la montée du prix des transports, vous avez peut-être des choses à jouer. Sachant que quand je vous dis des choses à jouer, je ne vous parle pas de trading, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut vous faire repérer des points d'entrée sur les entreprises long terme si vous êtes des investisseurs long terme, et ça peut vous permettre donc d'avoir un coût de revient moins cher en ayant saisi une opportunité. Et donc ce petit tableau, pour info, moi je le trouve sur Earning Whisper. Ils ont un site internet, mais le mieux si vous utilisez Twitter, c'est tout simplement de vous abonner à leur Twitter. Et tous les jours et toutes les semaines, ils vous mettent des rapports sur quelle entreprise va publier ses résultats le lendemain et le jour d'avant, s'ils ont publié le soir d'avant. Alors donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous avez la même vision du marché ou est-ce que vous avez des choses auxquelles je n'ai pas pensé? N'hésitez pas aussi à me dire quelles sont les prochaines vidéos que vous aimeriez que je fasse ou de quel sujet je pourrais parler, qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.